Dans cette vidéo, je te présente 3 expériences en psychologie sociale assez connues, très intéressantes, très passionnantes, dans lesquelles on peut tirer quelques enseignements qui peuvent nous aider et nous servir dans notre quotidien d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, travailleurs sociaux de façon générale. Les expériences en psychologie sociale, elles ont pour objectif en fait d'étudier les comportements humains, de décrire certains phénomènes et de les expliquer. Elles vont tenter de répondre à 2 questions. Pourquoi et comment? Ça va être par exemple comment les gens réagissent à tel phénomène et pourquoi les gens adoptent tel type de comportement dans telle situation. La psychologie sociale, elle est évidemment intéressante parce qu'on travaille par définition dans le social et c'est une discipline qui étudie les comportements humains. Et il se trouve qu'on travaille avec de l'humain. Donc c'est une discipline en fait qui peut nous permettre de mieux comprendre les relations humaines et du coup qui peut nous aider à mieux gérer nos relations avec nos collègues au sein de l'équipe, avec les personnes qu'on accompagne, avec les différents partenaires extérieurs, toutes les personnes avec lesquelles on est amené à travailler dans notre quotidien professionnel. Salomon Asch, il est né en 1907 à Varsovie dans l'actuelle Pologne et il est décédé à l'âge de 88 ans. Il émigre aux États-Unis avec ses parents à l'âge de 13 ans et c'est donc dans ce pays qu'il va faire sa scolarité, qu'il va suivre ses études et qui va devenir par la suite un véritable pionnier de la psychologie sociale. En 1951, à l'âge de 44 ans, le professeur Asch va publier les résultats d'une expérience qu'il a effectuée et qui deviendra très connue dans le milieu et qui portera le nom de l'expérience de Asch. Tout commence par une question. Asch, il se questionne sur le comportement d'un individu lorsque celui-ci a une position qui diffère complètement du reste du groupe dans lequel il se trouve. En fait, il se questionne sur l'effet que peut avoir sur nous un avis majoritaire quand le nôtre est plutôt minoritaire. Est-ce que cet avis majoritaire va venir affecter notre jugement et notre perception? C'est cette interrogation que le professeur Asch voulait vérifier. Comment il s'y prend? Il invite 7 individus dans son laboratoire. Il les fait installer autour d'une table et il leur dit en gros, l'expérience d'aujourd'hui, elle a pour but de tester votre perception visuelle. Donc c'est évidemment pas le sujet de Asch, mais il fait ça pour éviter que les résultats de son expérience soient biaisés. Donc le professeur Asch, il va présenter 2 illustrations aux individus qu'il a en face de lui. La première illustration représente une ligne. Ce sera la ligne de référence. La deuxième illustration, quant à elle, représente 3 lignes différentes. Parmi ces 3 lignes, il y en a une qui match parfaitement avec celle de l'illustration numéro 1, donc la ligne de référence. À chaque fois, il leur présente 2 illustrations, la première avec la ligne de référence, la deuxième sur laquelle il faut trouver la ligne qui correspond à l'illustration numéro 1. Donc systématiquement, à tour de rôle et à voix haute, pour que tout le monde entende, il leur demande à chacun de donner leur réponse. Les différences entre les lignes, elles sont assez flagrantes. Donc logiquement, qu'est-ce qui se passe? Tous les participants donnent la bonne réponse systématiquement. Premier passage, bonne réponse, deuxième bonne réponse, troisième passage, bonne réponse, jusqu'au 7e passage. Au 7e passage, il se trouve qu'en réalité, parmi les 7 individus en face du professeur Asch, il y en a 6 qui sont des complices, des collaborateurs. Donc en fait, il n'y a qu'une seule personne dans le groupe qui est testée. C'est sur lui que repose toute l'expérience. Donc le professeur Asch, il a dit à ses complices, à partir du 7e essai, vous donnez tous la mauvaise réponse. Donc 6 fois d'affilée, tout le monde donne la bonne réponse, pas de problème, pas de difficulté particulière. Et à partir du 7e essai, tout le monde donne la même réponse. Et il se trouve que c'est une réponse qui est fausse. Donc le sujet numéro 1, il donne une réponse, le 2, la même réponse, le 3, la même, le 4, la même, 5, la même, etc. jusqu'au sujet numéro 7. Et ça va être comme ça pendant 12 fois d'affilée. Pendant 12 fois consécutives, les complices de Asch vont toujours s'accorder ensemble et donner la mauvaise réponse. Donc, le sujet test, à partir du 7e essai, pendant 12 fois consécutives, il va se retrouver seul face à 6 individus qui ont une position, la même et unique, mais une position différente de ce que le sujet test pense. Et le professeur Asch va étudier justement le comportement du sujet test et les choix et les décisions qu'il va faire.
Les résultats de cette étude montrent que sur les 12 essais, le sujet test, il va suivre en moyenne 4 fois la majorité. Et la plupart du temps, le sujet test se plie au moins une fois à l'avis de la majorité. Et on rappelle quand même que le test en question, il est quand même assez facile. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et malgré ça, sur l'ensemble des réponses, il y en a quand même 30% qui sont des réponses conformistes, qui se plient à la majorité. Il y a eu plusieurs interprétations différentes des résultats de cette expérience sociale. On va retenir celle de Morton Dutch et de Benjamin Gérard, qui sont tous les deux des chercheurs dans le domaine. Et pour eux, lorsque nous sommes dans cette situation, donc une position minoritaire face à un avis majoritaire, on va être confronté à deux conflits qui vont eux-mêmes générer deux types d'influence. D'abord, il va y avoir un conflit qui peut être cognitif, c'est-à-dire qu'on va être en fait animé par l'envie d'avoir une opinion correcte. Il y a un problème, un doute, quelque chose qui cloche, ça crée un conflit, une tension, et donc il faut dissiper ce doute. Donc vu qu'on veut avoir une opinion correcte et dissiper ce doute et cette tension, on va avoir tendance à faire confiance à la majorité et on va donc subir une influence informationnelle. Ensuite, on peut également rencontrer un conflit social. Ici, on ne va pas chercher à savoir si on a raison, si on a tort, etc. Là, ce qui compte, c'est qu'on veut être accepté par le groupe et on ne veut surtout pas être rejeté. Donc, tout ce qui peut amener à un conflit, une opposition, une tension, on évite. On met de côté, on courbe les chines, il ne faut pas trop se montrer, il ne faut pas trop se faire remarquer. Dans ce cas de figure, on va subir une influence normative. Donc avec tout ça, finalement en fait, on est tous quelque part exposés à ces conflits et à ces influences. Surtout dans notre métier dans lequel on travaille de façon collective au sein d'un groupe, au sein d'une équipe. On est d'ailleurs très souvent amené à se réunir autour d'une table où chacun est amené à dire son avis, à exposer son opinion. C'est un lieu aussi où on prend des décisions. Quand on est amené à se prononcer ou à se décider sur par exemple l'admission ou l'expulsion d'un jeune ou d'un résident, quand on se questionne sur le bien fondé d'une pratique, par exemple, qu'on fait ou qu'on veut mettre en place au sein de l'établissement, quand on veut discuter ou revisiter une règle, quand la direction, par exemple, fait un tour de table pour recueillir à voix haute les positions de chacun sur une question donnée, c'est bien dans ces moments-là d'avoir à l'esprit ces notions de conflit, d'influence, d'avoir pu se pencher dessus et travailler dessus, justement pour éviter un maximum et essayer de contourner ces influences avec toutes les difficultés que ça implique. Parce que c'est vrai que quand on rencontre et qu'on est face à une pression, une tension, un conflit, on n'est plus dans une situation confortable. C'est limite si on n'est pas surpris, perturbé, on a tendance à perdre nos moyens et c'est vrai qu'on ne sait plus trop quoi faire. Donc on va plutôt avoir tendance à s'orienter vers quelque chose de facile. Mais le but étant quand même, pour avoir des temps d'échange les plus productifs, les plus pertinents, les plus riches possibles, de rester tout simplement fidèle à ses positions et de dire réellement ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'avis suite aux arguments des uns et des autres, suite au tour de table auquel on a assisté. Bien au contraire. Ça veut simplement dire que c'est pas parce qu'un avis est majoritaire qu'il est forcément vrai ou que c'est la meilleure des choses à faire. Et c'est pas parce qu'on a une position minoritaire qu'on est forcément dans le faux. Encore une fois, c'est une expérience qui est très connue en psychologie sociale. Si tu la connaissais pas, j'espère que tu as trouvé cela intéressant. Si tu la connaissais, bah écoute, ça fait toujours un rappel. Moi, je trouve que c'est très intéressant de se pencher sur la psychologie sociale et essayer comme ça de tirer certains enseignements et de les mettre en parallèle avec notre pratique au quotidien. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Je t'invite également à me suivre sur Instagram. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.